On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Maureen Dor, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi et Philippe Gueluc. Non, il est là. Génial. Ah, il est là. Mais arrêtez Bonaldi, enfin. Vous allez finir vraiment chauffeur de salle, vous alors. Enfin, un vrai métier. Non, mais c'est la Dream Team aujourd'hui. Non, il y a Bonaldi. Attends, mais c'est différent quand Bonaldi termine en disant d'un camarade « Oh, il est là, qu'est-ce que je suis content !» C'est différent de Gérard, pendant quand vous dites, et avec Gérard Miller, et Gérard qui dit « Oui, formidable, formidable. » Ah bon, il a dit formidable sur son propre nom. Oui. Je le dis sur tous les noms, sans savoir l'ordre que vous allez bien sûr choisir. Pierre Bénichou me réclame le retour dans l'émission. Elle est venue une seule fois de Peggy Boucher, notre amie rameuse. Mais elle vous manque à ce point, elle vous a séduit à ce point. Pas du tout. Je vais la rappeler si vraiment. Pas du tout. Je caresse le projet de traverser ma baignoire avec dans une barque avec des rats. Non, mais j'ai trouvé formidable, d'une modestie formidable, alors qu'elle a accompli un exploit que toutes les ménagères devraient suivre. Je ne suis pas sûr que ce soit l'exploit qui t'ait séduit, parce qu'en général tu critiques ce type d'initiative. Oui, c'est vrai, je trouve que c'est une tentative ridicule et je voudrais absolument la garder au chaud près de nous pour qu'elle ne retourne pas dans les ondes glacées. Alors, en fait, c'est c'est pour la sauver. Non, je la trouve charmante. Je me suis dit, au fond, comme je l'avais un petit peu bousculée, mais à ma façon. Oui, chaleureuse. Un peu comme Jeanne Chéral. J'ai craint qu'elle ne fût un peu barrée par cette fausse hostilité que je lui avais montrée, alors que je n'ai pour elle que de bons sentiments. Est-ce que tu crois vraiment qu'une fille qui a traversé je ne sais pas quel océan à la rame, qui a vu des vagues incroyables, qui a eu peur, qui a tremblé, tu crois vraiment que tu l'as un peu bousculée? Mais non, sûrement pas. Mais oui, ça s'appelle les mystères de l'âme humaine. Il y a des gens qui sont forts, qui ont l'air, qui ont des positions inexpugnables et que un mot les déstabilise. Et toi, c'est quel mot qui te déstabilise? Je crois que tu l'as trouvé. Tiens, j'ai quelques mails. Sylvie m'écrit: je suis fan de Gérard Miller. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas tiré par lui, mais depuis qu'il nous a appris qu'il avait adopté un perroquet, je le trouve plus humain et beaucoup plus sympathique. D'ailleurs, pourrait-il nous donner des nouvelles de son perroquet, surtout sur l'évolution de son langage? Alors. L'évolution du langage, il a 6 mois, donc c'était un petit peu tôt. Ensuite, les cacatoès, en règle générale, ne parlent pas énormément, et surtout les rosalbins, mais ils progressent. Les cacatoès rosalbins. Les cacatoès rosalbins. C'est sa marque. Mais oui, c'est sa marque. Mais il est d'une intelligence extraordinaire. Ah oui. Comme son papa. C'est fascinant. Non, mais c'est fascinant. Et il paraît qu'il se déplume un peu comme vous. Comment il s'appelle? Il s'appelle Bimbo. Ah oui. Nous sommes heureux. C'est un femelle. C'est une perroquette alors. Non, c'est tout ça le problème, c'est qu'à cet âge-là, à l'oisellerie, on ne savait pas son sexe, ni l'éleveur. Donc on a dû prélever une plume pour faire, je vous assure que c'est exact, un test ADN que j'aurai d'ici 15 jours. Et donc, nous avons choisi, et en attendant, Anaïs, vous faites quoi? un nom ambigu. Et non, il l'appelle Bimbo en attendant, et si c'est un garçon, il va l'appeler Robert. Non, je trouve que Bimbo ira bien si c'est un garçon. Qu'est-ce qu'il dit pour l'instant? Non, mais le perroquet ne parle pas tout de suite. Sauvez-moi de là. Mais attends, à quoi tu vois qu'il est d'une intelligence supérieure? Je le vois, c'est-à-dire que d'abord, lorsque il se déplace dans la pièce, que parfois je le laisse marcher, il va tout de suite vers les endroits stratégiques. Il joue déjà au foot avec moi. Il a une sorte de petite... Vous savez, la première chose qu'il lui a apprise à dire, c'est « ça fait 150 €. Et alors, si le patient dit « mais c'est un peu cher », mais il dit « mais c'est pas moi qui vous ai dit ça. » Non, mais il joue au foot, et alors je vous assure que c'est vrai, je vous l'apporterai. Il a un skate, parce qu'il y a des skates pour perroquets, donc vous le mettez, mais je vous assure que c'est vrai. Vous le mettez sur le skate, et là il n'arrive pas encore parce qu'il est petit, avec ses ailes, il se déplace et fait avancer le skate. Vous nous l'amènerez à la télé? Dès qu'il sera un petit peu plus, sans doute plus en âge de sortir. Ça ne changera pas de la télé, ça reste. Mais il s'habille comment? Il s'habille avec des couleurs bariolées? Écoutez, vous savez quelle est sa couleur? Il est gris et rose. C'est très très beau, avec une petite houppette qui se lève de temps en temps, notamment lorsqu'il est content ou lorsqu'il est un peu surpris, inquiet. C'est très amusant. Il regarde la télévision d'ailleurs. Mais alors, par exemple, est-ce que vous avez déjà fait un contrat avec Anaïs? Pourquoi, si le Analyse. Analyse. Pour que le jour où vous vous sépariez, pour savoir qui aura la garde du cacatoès. J'adore l'expression de notre auditeur qui dit « il a adopté un perroquet ». Mais non, il a acheté un perroquet. Il en a marre de cette façon de personnaliser
d'essayer de dominiser comme ça les animaux. On achète des animaux, on n'adopte pas. Alors, je te signale que Bimbo écoute, parce que je mets la radio notamment lorsque je ne suis pas. Maryse, Bimbo et Pimpolo sont heureux de vous annoncer la venue dans leur foyer d'un perroquet adopté. Non, vous l'achetez, j'espère. Ah, j'ai un autre mail, là. Quand j'écoute Miller, j'éteins ma radio. Signé Bimbo. Non. Parce qu'il répète toujours la même chose, ça s'appelle le psittacisme. Oh là, feriez mieux de vous taire, mon cher Jérôme Bonaldi. En effet, vous avez l'autre jour eu quelques explications de Stevie sur les piles déchargeables et rechargeables. Vous vous souvenez de ça avec Stevie? Oui, et Stevie disait que c'était vachement bien. Voilà, mardi dernier, Stevie a voulu expliquer à Jérôme Bonaldi quel était le principe des piles déchargeables et rechargeables à volonté. Que Stevie se rassure pour ce qui est de recharger ses batteries après les avoir déchargées. Mon Jérôme Mounet s'y connaît. Signé Lucienne, permanente de la rue Saint-Denis en face du shopping. Non. Toutes les semaines, hein, c'est fou. Hein. Ça, c'est du psittacisme. Voilà. Mais heureusement, il y a quand même quelque chose de plus sérieux sur le même sujet. Mardi dernier, Stevie a voulu expliquer à Jérôme Bonaldi comment ça marchait les piles. Pas d'inquiétude, Jérôme Bonaldi, les piles, il connaît. D'ailleurs, dans le quartier, toutes les collègues l'ont surnommé Lapin du Racel. Rapport au fait qu'il n'arrête jamais. Cette fois, c'est signé Raymond, rue Saint-Denis, à côté du Balto. Voilà vos deux habitués. On pensait à vous encore cette semaine. C'est bien, ça fait plaisir. C'est gentil, Raymond, merci. Mais lâche-moi la grappe. Je suis consterné par les propos de Maureen Dor, étant caviste, quand elle a dit que le Beaujolais était mauvais. Il y en a du très bon, comme dans le Bordeaux ou dans le Bourgogne. Je pense que cette personne est ignare en la matière et elle devrait faire très attention à ce qu'elle dit. Notre profession est celle des producteurs de vin et dans le rouge. Nous n'avons pas besoin d'une telle publicité. Oui, c'est le cas de le dire. Attendez, je crois qu'il m'a pas compris. J'ai dit que justement qu'il ne m'a pas comprise. Que justement c'est un perroquet qu'on n'a pas encore terminé d'éduquer, Maureen Dor. Hein. Le Beaujolais nouveau était justement finalement une fausse bonne idée puisqu'elle ne permettait plus aux autres producteurs de Beaujolais de se faire reconnaître en tant que bon vin. Voilà, donc justement, je suis d'accord avec ce monsieur. Il y a une brève dans Charlie Hebdo cette semaine qui va pas faire plaisir à notre auditeur. C'est le Beaujolais nouveau ne se vend plus. On a bien essayé d'en faire un carburant, mais les voitures le vomissent. On se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Deluc, Maureen Dor, Jérôme Bonaldi. Et nous a rejoint autour de cette table, suis-je patient, Elisabeth Lévy. Il paraît qu'elle a eu une grève de métro. Non, pas du tout une grève, un problème technique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, les gens pensent alerte à la bombe. C'est-à-dire, ça s'arrêtait entre toutes les stations. Parce que vous étiez dans le métro? Oui. C'est gentil, cela dit. Ça pourrait être un compliment, Laurent. Mais c'était un compliment. C'était un compliment. Prenez-le comme vous voulez. Donc, j'en suis désolée. Et je présente également il y a certains auditeurs qui sont ravis. Alors, je présente mes excuses aux auditeurs qui étaient ravis d'être arrivés. C'est un quart d'heure de gagner. Voilà. Gérard était inquiet. J'étais inquiet, mais de toute façon, lorsqu'un patient arrive en retard à une séance ou la manque, sous quelque prétexte que ce soit, il paye. Le psychanalyste considère que ça a exactement le même statut, quelle que soit la raison. Les gens qui disent « Ah ben oui, mais mon réveil n'a pas sonné, j'ai été bloqué dans le métro ». Peu importe, vous étiez en retard, Elisabeth. Est-ce que vous savez pourquoi? Donc, alors c'était quoi exactement le retard? Eh bien, il y avait un problème technique de signalisation pile poil à Franklin Roosevelt. Ah oui. Donc le métro s'arrêtait entre chaque station. J'ai donc mis une demi-heure pour faire Hôtel de Ville, Franklin Roosevelt. C'est la ligne que j'ai prise aujourd'hui, car je viens de rue des Boulets jusqu'à Franklin Roosevelt. Elle marchait parfaitement. Rue des Boulets, ça te va bien, ça. Nous étions... soit je vais à Nation, soit rue des Boulets. Rue des Boulets ou Nation, suivant les cas. Et mais tu sais, la ligne marchait tellement bien. Il t'oblige à mettre un blouson de cuir et un casque pour prendre le parce métro, que je vais, alors si tu veux savoir la vérité, c'est parce que je vais récupérer maintenant le scooter d'Anaïs. Il est passionnant, on va récupérer le scooter d'Anaïs. J'ai pas fait 5 ans de guerre pour entendre ça, quand même. Arrêtez. Et le soir, quand Gérard rentre chez lui, sur le trottoir, il chante « Hello, hello, on revient du boulet ». N'importe quoi. Mais je le vois sur son petit trottoir. Vous voulez pas prendre le métro dans le sens contraire, vous? Ah non, il marche pas aujourd'hui. Ah si, dans le sens contraire, il marche. C'est con, hein, j'avais plein de mails positifs pour vous. Alors. Pour une fois, elle est toujours à l'heure. Elle est, hein? Ah ouais, mais je les ai rangés, hein, puisque tant pis. Parlons plutôt des pompiers, puisque maintenant Elisabeth est avec nous. Vous avez vu ça un peu les images hier de cette manifestation incroyable. Je les ai vus, mais pas à la télévision. Où est-ce qu'ils ont manifesté? Juste à côté de la rue des Boulets, justement. Ils étaient à Nation, c'est là qu'ils arrivaient à la fin
de leur Comment ça a manifestation. pu dégénérer à ce point-là entre pompiers et CRS? J'arrive pas à comprendre. moi. C'est pas des tendres, les pompiers. Casque contre casque. Ouais. Ah bon D'abord, ils ont des trucs de cuir, ils sont habitués à la cogne. Déjà, quand ils avaient fait une manif il y a quelques années sur le périphérique, Ouais. ça avait, oh la vache, Enfin, sérieusement. pourquoi seraient-ils plus habitués à la cogne que les CRS? Ils ont pas habitent peur. chez Ils ont un Morida, casque c'est pour et ils ça. ont pas peur. Et ils sont sportifs. légèrement entraînés, plus que la moyenne des manifestants. en À la général. baston contre Pas à la les baston, ils sont plus que les entraînés, CRS? ils sont entraînés physiquement, donc ils Et savent ils ont- courir, Est-ce ils que vous savent avez lu l'information porter. la plus extraordinaire? Vous avez dû entendre Europe 1 ce matin. C'était inouï. Il y avait Noël Mamère qui racontait, il était à l'Assemblée chargé de faire visiter l'Assemblée nationale à un groupe de personnes choisies, de papous, qui venaient une délégation de Papouasie. Et qui sont Papouasie, hein. Papouasie, pardon. Et le Papouasie, c'est pas pareil. Papouasie, c'est mon cousin. Bon. Et alors, ils sortent de l'Assemblée et ils voient la bagarre casque entre CRS. Et ils disent, mais c'est inouï. Enfin, ils voient ça comme une guerre coloniale. Ils arrivent dans un pays de sauvages, quoi. Et ils disent, il faut pas les laisser faire ça. Ce sont deux tribus rivales, mais qui se ressemblent parce qu'ils ont des casques. Nous allons servir de médiateurs. Et on a eu toutes les peines du monde à ce qu'ils ne se filent pas dans la bagarre pour dire, attendez, ce sont vos frères, ce sont vos frères. Il paraît qu'ils étaient dégoûtés de la vie et de la France. Et alors, ça s'est arrangé ou pas finalement? Ah ben, ça s'est arrangé. Moi, je oui, crois, parce que ce matin, j'ai vu une voiture de pompiers passer dans ma rue. Elle faisait pas pimpon, elle faisait papou. Peut-être on peut revenir quand même un instant sur cette manif des pompiers, parce que c'est vrai que ça a vraiment fortement dégénéré. On a quand même un peu du mal à comprendre comment ils peuvent, les pompiers, lancer des écrous, être violents. Enfin, je sais pas moi. Enfin, ils en prennent beaucoup dans les cités. Oui, mais les CRS aussi en même temps, donc ils devraient plutôt être d'accord ensemble, non? Oui, je comprends pas bien. C'est des gens qui me semblaient plutôt zen et plutôt maîtres d'eux-mêmes. Oui, mais quelquefois, ils sont en colère parce qu'on leur enlève la prime. Moi, j'ai vu, non, c'est pas avant qu'on la leur bagarre, enlève la prime, les c'est que- fumigènes, qu'est-ce qu'il y en avait? C'était, mais il y a un noir de farine, on le voyait. Et il n'y a pas de fumée sans feu, hein, comme on dit chez eux. Est-ce que vous pensez... Brice Hortefeux d'ailleurs, c'est vrai en plus, et qui est le ministre délégué aux collectivités territoriales, a proposé des négociations afin d'essayer Mais d'arranger bien les sûr, choses. parce que vous dites pourquoi les pompiers sont en colère comme ça. Bon, ils sont en colère pour des raisons syndicales, des raisons de salaire, parce qu'il y a eu un article dans le Figaro, on disait les enfants gâtés du régime et tout ça, alors qu'au contraire, il paraît que leur salaire baisse. Enfin, je ne sais pas, mais ils ont des revendications catégorielles. Quand ils voient eux qui aident les gens, qui sont là, qui risquent leur vie, qu'il y a un corps constitué militaire presque comme eux, qui leur ressemble avec des jeunes gens costauds, qui vient se mettre contre eux à l'affrontement, ça les rend fous. Mais normalement, Et je normalement, comprends, les CRS... ils disent vous pouvez pas taper sur nous. On fait des métiers tellement semblables. Et puis ils en à ce voulaient, moment-là, ils leur cassent la gueule. et ils en voulaient au ministre de l'Intérieur en plus. Hein. Ils avaient, on en a vu avec un masque de Nicolas Sarkozy. Ah bah alors, c'est de la provocation, ça. Sarkozy, tu avais promis, on pouvait lire sur une Ah oui, mais banderole. ça c'est idiot. Alors s'ils mettent des masques de Sarkozy, les CRS ont envie du coup de taper dessus, si ça se fait. Évidemment. Maureen. Mais est-ce que vous pensez pas aussi que pour eux, c'est une manière de décharger toute cette espèce de violence qu'ils ont entre eux, qu'ils sont obligés de garder quand ils sont face à vos petits jeunes, qui les matraquent, qui les emmerdent, qui leur lancent des écrous, etc. Enfin, vous savez que le Et boulot des pompiers, c'est quand même pas de cogner sur les jeunes. Mais je suis pas... Justement, pour une Justement, fois. ils ne cognent pas Pour sur une les fois. jeunes, mais là, ben voilà, ils sont face à des gens qui sont aussi protégés qu'eux. Et ben peut-être qu'inconsciemment, c'est une manière de décharger cette espèce de Enfin, je vais rage vous qu'ils ont dire, peut-être Maureen, en- si en la eux. plupart des manifestants, lorsqu'ils luttent notamment pour de justes causes, avaient la possibilité d'être aussi violents que les pompiers et aussi avaient les capacités physiques de l'aide, je crois que les gens le seraient. Ce qui se passe en général, c'est que les enfin, tu CRS sais sont très bien tellement qu'il y a des supérieurs en catégories. nombre. Mais enfin, il y a des et en catégories puissance, professionnelles qui sont aussi très violentes quand elles font des manifestations. Les- lorsqu'elles peuvent le faire, c'est vrai. Les manifestations, lorsqu'on a la possibilité, en effet, de pas se laisser matraquer par les CRS, eh bien, c'est Ah, vrai. bien qu'on- sûr. Une manif Non, mais c'est de vrai. psychanalyste en colère, ça Non, devrait mais être c'est assez vrai, drôle. c'est Ce qui vient de dire, ce qui vient de dire est typiquement sont plus forts que les manifestants au quartier latin, parce qu'au quartier latin, les manifestants sont des gens de la haute, tandis que les CRS sont des gens du peuple, et les gens du Il y a peuple sont longtemps que t'as pas souvent, vu un étudiant en sont France pour dire que souvent les très étudiants sont des gens brutaux. de la hein. haute. Hein. C'est parmi ceux qui vivent le plus difficilement en que France, c'est les la étudiants. première vraie Jérôme. réflexion, vraie réflexion trotskiste. Mais je suis maoïste, Ouais. ex-maoïste. Mais là, c'est Trotskar. Là, c'est Pourquoi Trotskar. Non, mais c'est de extraordinaire. dire, les gauchistes disaient en général El pueblo unido jamás será vencido. Les Trotskar disaient El pueblo armado jamás Voilà, será en vencido. français, ça On peut le donne. faire en français, Le oui. peuple uni ou le peuple armé.
Mais on ne revendique pas un juste droit, on le prend. C'est vrai que quand il y a une manifestation dans le genre Ligue communiste révolutionnaire, où on apprend à faire du service d'ordre, où on apprend à faire la tortue, on se laisse pas impressionner par le gendarme. Ça c'était dans le vieux temps, hein, quand même. Oui. Autre grève à attendre, là je quitte les pompiers et les CRS pour les gardiens de musées, ceux du Petit Palais à Paris. Il y a toute une polémique parce qu'on leur a supprimé leurs chaises. Vous savez qu'ils avaient à peu près une chaise pour 2 et maintenant ils n'ont plus qu'une chaise pour 5. On leur refuse le fait de s'asseoir aux agents de sécurité et de surveillance dans les musées. Oui. Non, mais ce qui est un peu humiliant, c'est qu'il y a effectivement plus qu'une chaise sur 5, mais c'est qu'on fait jouer de la musique. Et quand la musique s'arrête, il y en a qu'un qui peut s'asseoir sur la chaise. Cela dit, ça vous a jamais frappé quand même ce métier où les gens sont, d'ailleurs même assis sur une chaise, je veux dire, où ils ne voient même pas les tableaux vraiment, et de rester une journée entière comme ça, c'est quand même... Je sais que les vendeuses au Galeries Lafayette ou dans les autres grands magasins restent elles aussi debout. Mais les vendeuses, elles font quelque chose. On est dans le secteur privé. À la direction du Petit Palais, on explique le manque de vigilance des agents, la disparition des œuvres fait qu'effectivement les employés qui sont chargés de l'accueil et de la surveillance doivent désormais être debout. Les agents ne sont pas assez mobiles pour pouvoir surveiller correctement les salles. Il faut donc qu'ils soient plus mobiles et donc debout, dit la direction. Évidemment, côté syndical, on dit c'est du harcèlement. On ne peut plus s'asseoir, on ne peut plus parler entre nous. Un agent-chef passe tous les quarts d'heure pour nous surveiller. Et voilà pourquoi on leur a supprimé des chaises. Ouais, enfin, comme c'est vrai, comme dit je sais plus qui, c'est qu'il y a plein de métiers où les gens sont debout toute la journée. Les gens qui sont en usine, les gens qui sont en usine et qui sont à la chaîne, ils sont debout toute la journée. Oui. Et ils peuvent pas s'asseoir. Donc en fait, on devrait s'inquiéter de rien puisqu'il y en a toujours d'autres aussi malheureux. Mais non, mais c'est peut-être pas... Il y en a un qui dans le fond, le combat de tout le monde. Il y a peut-être des priorités. Rester debout ou assis toute la journée sans rien faire, à voir des gens défiler devant des tableaux qu'on ne voit plus soi-même, c'est quand même particulièrement... C'est pas sans rien faire, justement, on veut pas que ça soit sans rien faire. Sauf que dans les autres musées, ils ont le droit à une chaise chacun. Par exemple, au Grand Palais, c'est la différence entre le Grand Palais et le Petit Palais, d'ailleurs, parce qu'au Petit Palais, les agents n'ont plus qu'une chaise pour 5. Au Grand Palais, un gardien explique, nous on a une chaise chacun, s'asseoir c'est la moindre des choses. Voilà. C'est pouvoir alterner la position assise et debout, couché. Et allongé, c'est pas mal, ouais. Mais il y en a un qui souffre particulièrement, c'est le gardien qui doit être debout à côté de la chaise de Van Gogh. Vous imaginez la souffrance du type. Ah ça c'est très joli. Le supplice de Tantale. C'est du harcèlement en tout cas, dit une employée qui souhaite garder l'anonymat. On ne peut plus s'asseoir et vraiment on souffre. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas de temps en temps se reposer. Oui, c'est vrai qu'un gardien assis voit aussi bien qu'un gardien debout. Moi, je trouve de toute façon, assis ou debout, du moment qu'on ne fait rien, c'est déjà bien. Est-ce qu'il y a eu des vols dans l'exposition du chat, par exemple, Philippe Gueluc? Alors, miraculeusement... Oui. Miraculeusement... Joli. Non, alors miraculeusement, non. Il n'y a eu aucune déprédation, il n'y a eu aucun tag, aucune... Il y a même des gens qui ont rapporté des albums du chat en plus. Et est-ce que tes gardiens pouvaient être assis? Ah non, mais alors nous avions des gardiens, on avait effectivement des gardiens, mais qui étaient des comédiens habillés en gardiens de musée. Oui. Et qui géraient, parce que le dimanche, on avait parfois jusqu'à plus de 3000 visiteurs en une journée. Donc il y a des gens qui faisaient la queue pendant 3h30. Et donc il y avait des gardiens comédiens qui animaient d'où la célèbre chanson La queue du chat, évidemment. Voilà. Hein, mon cher, c'est le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. C'est le petit bout de la queue du chat qui passait par là. J'étais sûr de ça. Et ils étaient formidables, donc ces gardiens animaient la queue, si j'ose dire. Et ce qui était parfois vexant, c'est que quand les gens, parce que les jours où ils étaient très bons, les gens riaient beaucoup avant l'exposition, et puis après ils trouvaient l'exposition moins rigolote. Oui. Ah, ils avaient un humour fou, je me souviens. Non, mais c'est vrai, quand tu vois cette exposition... J'étais venu avec mon ami. Ah non, je sais pas où vous les avez engagés, mais... Ça, c'était ceux de l'inauguration. Après, ça a été d'autres. Formidable. Je me souviens arriver avec mon ami à l'époque, à l'exposition Gueluc, et le type fait, Monsieur et Madame Ruquier. Non. Il a dit Monsieur Ruquier et son fils. Ce qui est encore pire. Et quand Bertrand Delanoë est arrivé avec Régine Desforges, il a dit Monsieur le maire de Paris et Madame. Ah non, ils sont drôles, vos gardiens. Hein. Mais aucune chaise pour les gardiens. C'est décidé. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h. Gérard Miller, Elisabeth Lévy, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc.
Qu'est-ce que vous nous racontiez, Pierre Bénichou, à Non, propos de monsieur et je madame? racontais qu'en effet, chacun est libre d'être accompagné par qui il veut et de vivre sa vie comme il le veut. Et donc, Jean-Louis Bory, qui a été un des premiers défenseurs, illustrateurs de la liberté de choix et de l'homosexualité, avait dit un jour, j'en ai marre, et avait dit dans un article, j'en ai marre qu'on dise toujours monsieur Jean-Louis Bory et madame, alors que je me tue à dire qu'il n'y a pas de madame dans ma vie. Et puis, tout le monde avait souri, comme ça, et le jour de sa mort est arrivé sur son bureau, je le sais puisque son bureau était pas loin du mien, au Nouvel Observateur, une lettre, monsieur Jean-Louis Bory et monsieur. Est-ce qu'il a eu le temps de la lire? Non, justement. C'est ça qui est quand même pas évident. On peut juste terminer sur les musées en disant, vous n'avez pas donné le nom du type qui a pris la tête du mouvement des syndicalistes gardiens de musée. Non. C'est un type d'origine portugaise qui s'appelle monsieur Sanchez. C'est bien, ça. C'est bien, là. C'était juste pour conclure. Elle est bonne. Avec un soutien de Jean-Jacques Debout, évidemment. Et ils termineront aux assises, ceux qui sont pas d'accord. Et d'ailleurs, ils regardent toujours l'émission, on n'est pas couché. Un mot sur les scores des primaires du Parti Socialiste. On a déjà évidemment beaucoup évoqué les résultats depuis jeudi et vendredi dernier, mais le Canard enchaîné qui sort aujourd'hui en kiosque revient sur différents résultats dans les différentes sections du PS. Et c'est évidemment toujours intéressant de savoir où chaque candidat a obtenu les meilleurs scores. Alors par exemple, Laurent Fabius est à Mayotte. Peut-être qu'il peut s'installer là-bas, Fafa, comme le dit le Canard enchaîné. En Outre-mer, dans l'océan Indien, Fabius a terminé largement en tête, élu dès le premier tour, il aurait été, s'il avait été candidat uniquement à Mayotte, avec un score à la soviétique, 79,39% des voix. Ségolène n'a fait que 20% à Mayotte et Dominique Strauss-Kahn, 0,61%. On s'explique pas pourquoi ce genre de résultat. Pourquoi à Mayotte, DSK fait que 0,61% des voix. Une cellule qui est pro, il devait pas y avoir beaucoup de militants socialistes. Alors DSK, en revanche, est arrivé en tête, mais alors largement en tête, une large majorité à Shanghai, en Chine. Parce qu'il y a une section socialiste à Shanghai. Ils sont 8. Ils se sont réunis dans un appartement autour d'une bouteille de Beaujolais. Résultat, au terme d'une campagne acharnée, 5 voix pour Strauss-Kahn, 2 pour Fabius, 1 voix pour Ségolène. Voilà, une deuxième bouteille et il aurait doublé le score. C'est rigolo ces petits résultats-là, de voir un petit peu où et un peu partout dans le monde comment ça s'est... Enfin, la section du Parti Socialiste à Shanghai, vous admettrez que ça n'est peut-être qu'à moitié représentatif. Et dans le même article, on nous explique pourquoi Ségolène Royal n'est pas allée dès le vendredi ou dès le samedi soir, comme c'était prévu dans un premier temps au journal de 20h de TF1. Elle a attendu lundi pour le faire. Alors... Elle était mécontente contre la chaîne. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Pernaut, au journal de 13h, c'est-à-dire qu'on se souvient que le résultat est tombé dans la nuit du jeudi au vendredi. Eh bien, à 13h le vendredi, l'élection de Ségolène Royal chez les socialistes n'est arrivée qu'en 5e titre d'ouverture du journal, alors qu'elle faisait la une du New York Times, des tas d'autres journaux. Jean-Pierre Pernaut n'a pas daigné ouvrir le journal avec l'élection de Ségolène Royal. Bon, moi j'émigre à Mayotte ou je sais pas où, parce que si déjà elle est pas au pouvoir, ça commence comme ça, madame. Madame fait ses caprices. Alors on n'a pas parlé de moi au début du journal, et puis vous rappelez l'histoire de Berne. Je suis quand même d'accord, c'est la moindre des choses. Elle ne fait pas ses caprices. Elle fait pas ses caprices. C'est pas elle de décider du journal, ça veut dire quoi ça? Mais non, c'est donc elle y va pas, et c'est comme à Berne. Mais non, mais alors là, vous inversez les choses. C'est un vrai journal de 13h, alors que l'élection a eu lieu dans la nuit. C'est-à-dire que c'est le premier grand journal depuis le résultat. Pardon, elle est en droit quand même. C'est peut-être Monsieur Pernaut qui fait un caprice. Elle est en droit de penser exactement ce qu'elle veut. Il n'empêche que cette idée qu'on va dire, on va punir les uns, comme elle a fait avec Berne. Quand elle a rencontré Berne, après qu'il ait fait un débat entre socialistes qui s'est conclu mal pour elle, entre deux socialistes, elle le croise dans, je sais pas quoi, une première de théâtre, et elle le chope, elle lui dit, vous, je suis pas prête de vous oublier. Alors, Pernaut est certainement nul de pas avoir commencé ce journal. Non, il est pas nul, il est gauchiste. Il est gauchiste. Il est fabiusien. Il est gauchiste et il trouve que la social-démocratie ne mérite ça y est, pas. vous êtes tous ségolénisés ici aussi en plus. On n'est pas ségolénisés. Oh, je sens qu'elle vous énerve, Ségolène Royal. Oh là! Mais alors, expliquez-moi. Non mais ça écoutez, m'intéresse. Le bonheur. Écoutez mon bonheur. Et puis je vais faire la politique avec les Français. Vous croyez à tout ce flonflon? J'en doutais un peu, mais je sais qu'elle va être élue maintenant présidente de la République. Ségolène, oui, bien sûr. Si elle énerve Elisabeth Lévy, c'est qu'elle a gagné. Pierre Bénichou, être minoritaire dans ce monde-là, c'est plutôt un compliment.
Mais elle parle comme un homme, la vérité. Maureen Bah, Dor. moi, je voulais juste dire que je suis pas particulièrement royaliste, ségoléniste, mais en tout cas, moi, justement, ça m'a fait bien plaisir qu'elle dise « Je profite de ce bonheur, je savoure ce moment, parce que c'est tellement rare, et c'est humain, et c'est bon, parce qu'on se dit, au moins, des gens qui profitent du bon quand il y a du puis bon. » la politique, ça va être beau, ça va être... Si vous n'avez pas compris que c'est ce que les gens veulent quand ils parlent de Ségolène Royal, faut faire un autre métier, parce que c'est exactement ce que les gens veulent. Ils veulent quelqu'un qui dise ça va être bon la politique, ça va être quelque chose qui va vous parler, que vous allez comprendre. En tout cas, Laurent Fabius l'aurait pas rappelé. Hein. Hier, c'est qu'il était prévu qu'elle appelle Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Elle avait attendu un petit peu, parce que il l'avait félicité le soir même ou le lendemain de son élection. Et puis elle avait dit, ça encore, c'est Canard enchaîné qui le raconte. Elle avait dit, ils m'ont pris pour une lycéenne tout au long des débats, une lycéenne qui passait son bac. Eh bien voilà, tant mieux, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Je ferai payer cher ses coups tordus à DSK. Alors elle a attendu pour les appeler mardi hier. Et alors DSK aurait répondu hier, mais Fabius aurait fait savoir qu'il voulait pas répondre. Il y aura, je crois, un meeting prévu dimanche à la Mutualité, me semble-t-il, devant 1500 militants. Je pense qu'ils seront tous là et qu'on s'apercevra effectivement qu'ils n'ont aucune autre possibilité, ni Fabius ni DSK, que de soutenir Ségolène pendant la campagne. C'est absolument clair. Alors, ça va être embrassons-nous Folleville, ça va être charmant. Moi, j'ai l'impression que la phrase qu'on disait au sujet de Chirac, on pourrait la dire au sujet de Ségolène Royal, quand on dit tout le monde pense qu'il est bête et gentil et en fait il est très intelligent et méchant. J'ai l'impression qu'on pourrait dire ça de Ségolène Royal, que tout le monde pendant longtemps. En tout cas, Claude Chirac trouve qu'elle est formidable. C'est aussi ce que raconte le Canard enchaîné. La fille du président de la République, qui est aussi sa conseillère en communication, dit elle incarne le renouveau et maîtrise totalement la com politique. Ce sera une candidate redoutable, dit Claude Chirac. Et Dominique de Villepin, lui, se sent pousser des ailes. Toujours d'après le Canard enchaîné, le Premier ministre aurait dit, alors pareil, j'emploie le conditionnel, le Premier ministre aurait dit, pour gagner, il faudra faire la différence par rapport à Ségolène Royal, proposer un candidat ayant une stature internationale, de l'expérience, des nerfs et de la solidité, des qualités que Nicolas Sarkozy n'a pas. Et voilà pourquoi Dominique de Villepin sent qu'il pourra être candidat au dernier moment, en dehors de l'UMP, le plus tard possible, car les sondages de l'automne n'ont rien à voir avec les résultats du printemps. Ouais, mais alors il y a d'autres gens qui pensent qu'ils vont avoir un autre argument. Alio Marie, par exemple, elle va dire pour gagner, il faut une femme. Elle a d'ailleurs dit ça dans Le Monde, c'était extraordinaire cette phrase. Elle a dit moi je peux me présenter. Elle avait un argument pour se présenter parce qu'il est très difficile pour les hommes de combattre une femme. C'est-à-dire, elle dit je suis une concurrente déloyale, je l'assume et non mais c'est moi j'ai toujours extraordinaire. dit que Villepin se présenterait. Comme je me trompe souvent, ça me Allez, on se retrouve après la pub et on continuera par des sujets du jour. Parlons-nous. On va se gêner, toujours avec Philippe Gueluc, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Elisabeth Lévy et Jean-François Derek au téléphone. Bonjour Jean-François. Vous êtes en direct d'une grande banque pour nous parler des frais bancaires, évidemment, contre lesquels les usagers aujourd'hui sont très en colère. Eh oui, bonjour Laurent, bonjour à tous, comme vous le disiez, oui, je suis en direct d'une grande banque dont je suis malheureusement obligé de taire le nom. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a un rapport avec la ville de Lyon et que c'est Bernard Tapie qui me l'a indiqué. Oui, on croit deviner. Revenons au sujet. Alors, les consommateurs, les usagers même, on peut les appeler, sont de plus en plus nombreux à trouver les frais bancaires abusifs. Est-ce que vous avez rencontré le directeur de cette banque et comment il justifie ses frais bancaires? Alors justement, je suis avec lui et je lui ai donc montré mon relevé pour avoir des explications. Alors je vois par exemple frais de tenue de compte. Alors je lui demande ça correspond à quoi? Il me dit c'est normal, ça fait des frais de tenir un compte. Je dis d'accord. Ensuite je vois frais pour frais de tenue de compte. Je dis c'est quoi? Il me dit c'est normal, faire des frais ça fait des frais. Je dis bon d'accord. C'est logique. Oui. Alors ensuite, je vois frais pour retrait d'argent. Je dis, c'est quoi? Il me dit, vous savez, il faut que ça vous coûte de l'argent d'utiliser votre pognon. Sinon, après, les gens penseront que dépenser de l'argent, c'est gratuit. Oui. Bon. Alors ensuite, je vois frais pour crédit revolver. Non, crédit revolving. Oui, mais vous savez, à 16%, on peut dire revolver. Alors, en conclusion, pour être pratique, est-ce qu'on peut négocier ces tarifs? Je suppose qu'on est en position plus avantageuse si on a des revenus importants que si on n'est jamais à découvert. Ça dépend, vous savez, il vaut mieux être à découvert de 100 millions d'euros que créditeur de 4,50 € sur son plan épargne. Et pour ceux qui n'ont pas le choix? C'est la merde. Très bien. C'est Jean-François Derek, en direct des banques.
Philippe Gueluc, vous avez des problèmes avec votre banque, vous? Non, ça va, mais je trouve ça, c'est un hold-up permanent, la banque. Ouais. Quand le hold-up est fait par des gangsters, c'est puni par la loi. Quand c'est par la banque, c'est encouragé par l'État. Ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que la quasi-totalité des salaires, Philippe le sait, aujourd'hui, on est obligé de les verser sur un compte bancaire. C'est une obligation. Oui. Donc, le compte bancaire, c'est pas quelque chose même que tu peux refuser d'avoir. Je vais vous dire, moi, je demanderais volontiers à nos amis sapeurs-pompiers d'aller péter la gueule aux banquiers. Oui, mais pas dans les coffres, hein. Vous êtes un peu consternant, hein. Déjà, je pense qu'il faut arrêter de voir en la personne qu'on a face à nous dans une banque comme un banquier. C'est pas un banquier, c'est un commercial. D'abord, un banquier, j'ai appris que ne peut s'utiliser comme terme le mot banquier que pour celui qui est propriétaire de sa banque. C'est-à-dire que des banquiers, il y en a très très peu. Tous les autres sont des employés de banque. Et surtout maintenant, ce sont des commerciaux, les mecs. Qu'est-ce que vous trouvez consternant? Non, mais ce que je trouve consternant, c'est cette espèce d'unanimité un peu facile. Alors, j'aimerais savoir si le banquier et le commercial appartiennent, selon vous, Maureen, à la catégorie des êtres humains. Ce serait intéressant parce que vous dites, ça n'est pas un banquier, c'est un commercial. Mais non, mais parce que moi, il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie en vendant des choses, y compris des banquiers. Par ailleurs, je suis d'accord, certainement, il y a sans doute des abus, mais je trouve que cette vision un peu sommaire du banquier avec son gros cigare qui ponctionne le pauvre, vous oubliez peut-être juste une chose, c'est que les banques ont joué une sorte de rôle dans le développement des économies, que elles financent un certain nombre de choses d'investissement, et que c'est pas juste fait pour taper pour être du aussi fric au réactionnaire, pauvre. Elisabeth, vous prenez des cours. Systématiquement ce terme pour être aussi quand quelqu'un n'est pas réactionnaire, vous d'accord. prenez des cours. C'est là, on fait une remarque qui est absolument de bon sens. Je suis d'accord, parfois le bon sens est majoritaire. Surtout près de chez vous. Voilà. de dire que on se demande pourquoi apparaissent sur nos relevés bancaires toute une série de lignes qui n'existaient pas avant et qui surtout ne sont pas négociables quand on est pauvre. Il faut que je vous retrouve l'info sur les choristes. Alors ça, c'est assez amusant, je dois dire. C'est Madame Raffarin qui lance une chorale. Vous avez vu ça? Oui, Maureen qui s'appelle Les Compères. Voilà, Alors exactement. c'est la chorale qui s'appelle Les Compères. Et alors elle a Madame de Carolis, elle a Madame Guémard. Ah oui, je vous donne la liste, si vous voulez. C'est une chorale hyper chic. J'ai la liste exacte. Anne-Marie Raffarin et sa chorale. L'épouse de l'ex-premier ministre, d'après Le Parisien, a réuni depuis quelques mois plusieurs conjointes et conjoints de personnalités. Je voudrais voir ça, ça doit être à mourir de rire. Donc, Madame Carolis, Madame Cirelli, Madame Dassault, Madame Pinault, Madame Devedjian, Madame Guémard, Madame Maire, Madame Bernardo, sans oublier Monsieur de Panafieux. Et François Hollande va pouvoir s'inscrire bientôt. Et l'époux de Colette Besson. La chorale donnera un concert le 30 janvier. Moi, j'y vais. Le 30 janvier prochain, salle Gaveau. À Paris, les recettes seront reversées évidemment à un collectif. Mais Madame Bernardo, elle est pas muette comme son mari? Les compères, moi je vais prendre que des maris de ça, les connes gagnent. Il avait donné l'envoi chez Drucker. Je m'en souviens, vous étiez là. Oui, enfin c'était là dans l'émission de l'après-midi. Elle avait chanté Prendre un enfant par la main. Avec Yves Duteil. Avec Yves Duteil, lorsque son mari était reçu. Et Madame Raffarin. Souvenons-nous qu'à l'époque, il y avait beaucoup de manifestations dans Paris contre le gouvernement et et pendant ce temps, le dimanche, Madame Raffarin chantait Prendre un enfant par la main. C'est surtout avec une bouteille, elle chantait ça. Elle chantait ça avec une bouteille. Avec Yves Duteil. Prenez l'enfant par la main avec une bouteille. Et une bouteille de l'autre. Oui. Cela dit, vous avez déjà fait partie d'une chorale? Moi, je fais partie d'une chorale. C'est un bonheur incroyable. Je pense que ça ne peut être que positif pour tous ces gens-là. Pour la France. Non, pour tous ces gens-là. Surtout pour Madame Guémard qui est si mal logée. Hein. C'est bon d'être dans une chorale. On peut arriver tendu, énervé, la vie est difficile, etc. Quand vous commencez à chanter en chœur avec d'autres, que vous devez assortir vos voix. Ben oui, sauf dans les chorales, souvent. C'est presque aussi bien que la primaire du PS. Je me demande pourquoi tu prends pas le métro quand il y a des pannes, toi aussi. J'ai pas compris. Pierre, vous n'avez jamais chanté dans une chorale? Mais si. Parce que vous êtes un soliste, vous. Pas du tout. J'ai chanté 3 ans. Je suis venu ce soir m'apporter de bien belles choses. C'est quoi ça? Comme ça, c'est la chanson de Noël.
ça. C'est une chanson typique, traditionnelle de Noël. On devrait faire pour jouer dans le même village qu'elle, faire la chorale dans notre. Le village, c'est Paris, Salgavo. Ah, c'est pas d'accord. Dès qu'on parle de chorale. Paris est un village, là. Ce qu'on pourrait faire, effectivement, c'est s'entraîner tous pour le 30 janvier. On a le temps d'ici au 30 janvier prochain. Et on se fout sur le trottoir devant la Salgavo et on fait notre chorale à nous. La chorale. Avec des chansons à boire, dans le genre un peu vulgaire. L'habitat du Dul. Voilà. Non, monsieur, c'est la grosse bite du Dul. Vous alliez parler en faveur des chorales. Oui, elle a raison, c'est formidable, ça détend, ça délasse. Quel plaisir de chanter ensemble. T'as l'impression, même si tu chantes pas très bien, que tout le monde chante bien. Tu as raison, Laurent, ils sont quand même en dessous du niveau. Hein, mais non, mais on dirait Ségolène au lendemain de la primaire socialiste. Vraiment, mais on a le droit de temps en temps de rayonner. Oui, Ségolène, elle rayonne pas, elle rayonne. Et ben nous aussi, de temps en temps. C'est bien ça. C'est pas mal, tiens. Elle rayonne pas, elle rayonne, ça me plaît bien. Pour présider la France, je sais pas si c'est bien. Mais... Oh, je t'en prie, hein. Oh oui, pas de gros mots, hein. Tu es de celles qui auraient dit merde à Jeanne d'Arc. Cochon. Tiens, à propos de Jeanne d'Arc, ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Vous avez vu le Vatican qui va peut-être ouvrir le débat, qui ouvre d'ailleurs le débat sur l'usage du préservatif. Le pape s'intéresse au préservatif, voilà. Ah bon oui, Benoît XVI pourrait assouplir la doctrine de Jean-Paul II dans des conditions évidemment très limitées pour les malades du sida, il va de soi. Voilà l'usage du préservatif. Mais ça va prendre des proportions, on va finir par l'appeler Benoît Sexe, celui-là. Ce serait une révolution quand même. Une vraie révolution. Avouez. Et un jour, vous verrez, ils autoriseront à avorter les religieuses qui ont été violées dans certains pays, parce qu'à l'époque, c'était toujours interdit, ça. Alors, autre affaire, on ose à peine en parler, mais les journaux, aujourd'hui, évidemment, reviennent énormément là-dessus. L'affaire De Villiers, assez étonnante et incroyable. Lui parle d'un complot, évidemment. Pense que tout ça fait partie de la campagne présidentielle et qu'on essaie, évidemment, de l'accabler. Il se trouve que parmi ses enfants, Philippe De Villiers a deux fils, dont un de 22 ans, qui s'appelle Laurent, qui a porté plainte le mois dernier contre son frère, donc fils aîné de Philippe De Villiers, Guillaume, pour viol. Viol qui remonterait à une quinzaine d'années. Évidemment, c'est ce qui, évidemment, gêne Philippe De Villiers essentiellement, en disant, franchement, pour une chose qui s'est passée il y a 15 ans, pourquoi ça sort c'est comme celui de Clémentine Autain, disons. Ça sort au moment de la campagne présidentielle. Comment ça, celui de Clémentine Autain? Excusez-moi, Clémentine Autain a trouvé urgent de raconter le viol dont elle avait été victime il y a, je sais pas, quelques années, mais elle a trouvé urgent de le faire maintenant. Quel mauvais goût. Si, effectivement. Tu es d'un mauvais goût absolu. On l'interroge actuellement sur sa vie. Elle a écrit un livre où elle témoigne d'un certain nombre de choses. Donc elle parle en effet de ce viol qui a été déclenché notamment dans son engagement politique. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'indigne. Quant à l'affaire De Villiers. Oh ben, il y a rien d'indigne. Je dis simplement qu'elle éprouve le besoin urgent de faire cette mais confession. Elisabeth, je comprends pas. Si effectivement ça s'est passé il y a 15 ans, il y a eu d'autres campagnes présidentielles entre-temps. Alors on pouvait pas dire ça sort pour la campagne présidentielle. Bien sûr. Ça sort, il paraîtrait qu'ils le disent maintenant parce qu'il est fiancé, ce jeune homme. Et qu'en fait, justement, il aurait eu la force pour peut-être s'éloigner de sa famille et avoir la force d'aller contre. Il faut savoir qu'il a 7 enfants, je crois, Philippe De Villiers. Donc le poids familial doit être énorme. Et peut-être que justement, c'est sa fiancée qui lui donne cette force. Et il paraît, un magistrat aurait dit que... C'est une affaire très privée. Moi, je trouve, j'ai lu ça dans les journaux. Je trouve cette histoire absolument terrible. Moi, je trouve ça atroce. Le père dit un certain nombre de choses dures sur ce jeune fils, que c'est un paumé, qu'il est marginal, qu'il n'a jamais rien fait. C'est vraiment une affaire privée. Et Dieu sait si De Villiers elle pourrait rester d'autant plus privée. Pourquoi on en parle? Elle pourrait rester je trouve que plus privée. Arrêtons d'en parler. Si De Villiers lui-même ne disait pas c'est un complot contre moi, s'il disait c'est une affaire privée, on n'en parle pas. Mais à partir du moment où lui-même se sert de cette affaire pour dire que c'est un complot politique, voilà la raison pour laquelle on a le droit d'en parler. Si effectivement c'était une affaire privée et qu'ils disent écoutez, ça regarde ma famille, on n'en parle pas et voilà, mais qu'ils n'accusent personne de comploter contre lui, on aurait. Puis en plus restons français quand même. Si les grands frères et les petites cousines se mettent à porter plainte, les tribunaux, il y aura du boulot. Oh non, Pierre, vous pouvez pas dire des choses. Oui, dans les familles. Je suis pas d'accord avec vous, Laurent. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, je ne sais pas encore qui est la victime et qui est le coupable, s'il y en a, mais que De Villiers se défende comme il le veut, ça ne me choque pas dans ce cas précis, parce qu'il se retrouve au sein d'une histoire tellement complexe, monstrueuse vraisemblablement, qu'il peut pas être mis sur le même plan que les journalistes qui en parlent. Franchement. Non mais attendez, c'est quand même invraisemblable. Moi, je sais pas du tout quelle est cette histoire. Je suppose que si Villiers s'est mis à en parler. Je suppose que si Villiers s'est mis à en parler, c'est
c'est qu'effectivement ça sortait. Moi, je suis Voilà. tout à fait d'accord avec Gérard. Mais il y a un truc qui me frappe. Moi, j'ai entendu des sujets ce matin là-dessus. Alors, le journaliste, lui, c'est tout. Il est goguenard en disant Villiers dit que c'est une affaire politique, ce qui est d'ailleurs peut-être une très mauvaise défense. Et genre, le journaliste, lui, il sait la cause est entendue. Tout ça, ce sont des sordides histoires de famille. Il s'en passe de drôle chez les Villiers d'ailleurs. 7 enfants, quelle horreur. Non, mais c'est Mais pas je ça. n'ai jamais dit qu'il avait cet enfant et que c'était du coup une horreur, enfin. Vous êtes bizarre. Moi, c'est la première émission que je fais avec vous. C'est incroyable. On se trouve toujours dans des positions extrêmes. Il faut toujours se justifier de trucs qu'on dit absolument pas. J'ai dit qu'il avait cet enfant, donc que le pouvoir et la puissance familiale devaient être énormes. Je dis ça parce que moi, je fais partie de familles où il y a 5 à 7 enfants et que du coup, la famille est quelque chose de très fort. Voilà, mais je suis pas en train de dire que c'est horrible d'avoir cet enfant. Non, mais enfin, quand même, la chanson Fais dodo, Colin, mon petit frère, c'est à cause des trucs comme ça que les gens... Arrêtez ces histoires, enfin, que ça veut dire quoi? Un frère qui porte plainte contre son frère 15 ans après, enfin, c'est ridicule. Dans cette situation qu'on porte plainte 15 ans plus tard, si ça peut arriver, parce qu'il y a justement dans ce genre de choses qui sont enfouies dans les familles, dont on ne veut pas parler, qui sont tabous et qui sont épouvantables, parfois ça n'apparaît que beaucoup plus tard et les gens sont détruits, sont laminés et n'arrivent qu'à en parler beaucoup plus tard. Il y a d'ailleurs actuellement un mouvement qui demande que les crimes contre les enfants soient imprescriptibles. Oui, mais attendez, dans l'autre sens aussi, c'est terrible. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, si vous voulez, qui tout d'un coup, 15 ans après, peut-être Gérard nous le confirmera, décident d'accuser l'un ou l'autre le père. Et si c'est faux? Et quand c'est faux? Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple. Mais quand c'est faux, peu importe que ce soit 1 an, 2 ans après ou 10 jours avant. Vous trouvez pas ça terrible? Si c'est faux, mais bien sûr. Non, le pire c'est quand c'est vrai, moi je dis, parce qu'au bout de 15 ans tu crois être tranquille, puis... Mais vous connaissez... Si c'est faux, c'est toujours... Je vais juste donner une information qu'on a oubliée, c'est qu'aux États-Unis, à un moment donné, à cause d'ailleurs des psys, il y a eu toute une vague de faux souvenirs. Les psys étant convaincus qu'il fallait pousser les patients à chercher des traumatismes, notamment sexuels. Il y a eu toute une série de gens qui ont eu des faux souvenirs, sont mis à accuser leurs parents ou d'autres membres de la famille de viols qui n'avaient jamais été commis. Surtout quand ils étaient morts d'ailleurs. Allez, on se retrouve après la pub, on changera de sujet, c'est promis. On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Elisabeth Lévy, Maureen Dorf, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldier, Monsieur Chanson, Serge Liado, bonjour. Bonjour mes chers camarades. On va peut-être laisser le temps à nos auditeurs de prendre un papier et un stylo et à nos chroniqueurs aussi qui vont aider ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est un quiz de 10 duos, c'est bien ça? 10 duos, ça fait 20 chanteurs. Pas tout à fait d'ailleurs, forcément. Parce que parfois il y a des duos entre chanteurs et comédiens. Je dis ça pour aider un peu. Oui, il y a des chanteurs, il y a des comédiens, il y a des extraits de bandes sonores de films et beaucoup d'enregistrements pornographiques aussi. Alors attention, 10 duos à retrouver. Vous avez vos papiers, vos stylos, c'est parti pour le quiz de Serge Liado. Il y avait un requin chagrin, qui tournait dans les eaux profondes. C'est pas drôle, écoute. Non. À quoi ça t'avance? Faire cuire un œuf pour voir si ta sœur aime pas le beurre. Faire cuire un œuf qui vole l'amour vole la bœuf. Oh non, mon cher Franz, plus une seule danse. Je vais courir pleurer mon vieux mari. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu avec ce type. Looking for fun and feeling groovy. Feeling groovy. Et quand on pense aux gens qu'on abandonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Quand l'amour est mort et que tout est fini, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est une saison qui se perd. Moi je dis, c'est introuvable. Il faudra 3 mois pour trouver ce quiz musical Serge Liado là. Je crois que vous avez mis la barre un peu haut. J'en ai 10 moi. Vous en avez 10. Moi j'en ai 1.
Maillan-Bourville. Maillan-Bourville, Ça, c'est les deux. En deux. ils y sont, effectivement, la parodie de Non. Je t'aime, moi non plus. Effectivement, c'est les numéros 2 des duos. Allons-y. Philippe. Souchon-Woolsey en 6. Souchon-Woolsey, oui, qui chante une chanson de Simon et and Garfunkel. Bravo Gueuluc, on en tient 2 duos. Vous, Jérôme Bonaldi? On travaille ensemble avec Philippe. Ah oui. Et c'est Sardou en 1. Michel Sardou, mais avec qui? Et c'est pas une chanteuse d'habitude, c'est ça? C'est pas une chanteuse, oui. Ah, c'est une actrice? Maureen? Non, je sais pas avec qui chanter. Ah, vous en Michel avez Sardou. d'autres? En 4, j'ai Marie Laforêt qui chantait avec quelqu'un, mais je sais pas qui. Oh, quand même, c'est facile, ça, pourtant, alors. Bon, j'ai trouvé ça, Laforêt, c'est plus moi. facile, mon cher Franz. Alors, avec qui elle chante, mon cher Franz? Guy Béard. Voilà, quand même, j'aide un peu, là. Alors le 5... Marie Laforêt, Guy Béard en 4, parfait. Vous en avez d'autres, Maureen? Oui, moi j'ai le numéro 5, c'est Clavier Reynaud dans Les Visiteurs. Parfait, bravo. Clavier Reynaud, on en tient un de plus. Est-ce qu'il y a Jacques Martin quelque part? Oui, il y a Jacques Martin. Voilà, je l'ai reconnu. À votre avis, celui-là. avec qui, Jacques Martin? Jean-Yann. Bravo, allez, on a un duo de plus. Jacques Martin et Jean-Yann. Alors moi j'ai trouvé Dutheil. Oui. Dutheil, mais je suis pas avec qui. Ah, vous savez J'ai pas avec juste qui. entendu Dutheil, moi. Je vous propose de réécouter une dernière fois tout, puis on va faire un point ensemble. Cherchez bien, écoutez bien, reprenez vos papiers, vos stylos. Les premiers qui donneront la liste des 10 duos sur europe1.fr gagneront une série de cadeaux dont on va annoncer tout de suite. Oh, mais je propose de faire mon dernier livre. Oh, toi, le Belge, ta gueule. Parfait. Ô toi le Belge, ta gueule, Gueuluc. Moi, 2 places comme chaque semaine pour aller voir Bernadette Lafont, Virginie Lemoine et Francis Perrin dans Si c'était à refaire au Théâtre de la Renaissance. Bonaldi, vous offrez quoi? 2 kilos de clémentine corse. 2 kilos de clémentine corse. Oui. Parfait. Pierre. 1 euro. Gérard. 1,30 €. Elisabeth Lévy. Eh ben moi je viens pas la prochaine alors. Ah, très bien. Un joli cadeau. Maureen d'or. Je parlerai pas beaucoup. Ah ben voilà, parfait. 2 cadeaux. Ça, c'est les plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir. Écoutons à nouveau ce quiz signé Serge Jadot, qui est quand même particulièrement difficile cette semaine. Il y avait un requin chagrin qui... Là, c'est Michel Sardou avec quelqu'un, mais on ne sait pas qui pour l'instant. C'est pas drôle. Ça a été trouvé. Bourville et Jacqueline Maillan. À quoi ça t'avance? Faire cuire un œuf pour voir si ta sœur elle va Ça le reste à trouver. faire cuire. Un œuf qui vole l'amour vole la bœuf. Oh non, mon cher. Marie Laforêt et Guy Béard ont été trouvés. Une seule danse. Je vais courir pleurer mon vieux mari. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Christian Clavier et Jean Reno ont été trouvés. Avec ce type. Looking for fun, Laurent Voulzy, Souchon trouvés. feeling groovy. Quand on pense aux gens qu'on a. Yves Dutheil, mais avec qui? Il y a des jours où l'on n'est plus personne. Quand l'amour est mort et que tout est fini. Jacques Martin et Jean-Yann. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, Ça reste à trouver c'est une aussi. saison qui se perd. Johnny Hallyday, oui, mais avec qui, Johnny? On laisse les auditeurs d'Europe 1 essayer de trouver sur europe1.fr. On verra si demain on a un gagnant. Je suis pas sûr quand même. C'est pas si simple que ça. Oui, Serge? On en a déjà trouvé 5 et la moitié de 2 autres duos. Oui, mais ça fait pas la totalité de 10 duos. Mais on peut encore donner des indications. Oh, peut-être pas trop On peut quand donner même. juste un indice, c'est que dans tous ces duos ne figure pas Bruno Solo. Est-ce que vous avez une chanson flash, Serge Liado? Oui, je voulais parler de Georges Frêche. J'ai l'impression qu'il y a un petit malentendu. Oui, à cause de l'accent, tout le monde comprend de travers Georges Frêche. Pauvre homme, quand il dit qu'il aime les harkis, on entend le contraire. Quand il parle des blacks, dans le foot, c'est une blague. De comiques populaires, ils peuvent lui galéger car tout est déformé, salaud de journaliste. Est-ce que par hasard, au-dessus de la Loire, vous seriez pas raciste? Joli, Serge Liado. Eh bien, on se apprendre au 3e degré. Hein. Ça va de soi, ou au 12e degré pour Georges Frêche. Qu'est-ce que pensez-vous justement alors de ces débordements au président? On vous retrouve demain, Serge. Hein, au revoir. Oui, à demain. Raccrochez, ça va vous coûter trop Je cher. pense que c'est totalement inexcusable. Et en même temps, je me dis, quand on le voit marcher, tout ça, c'est un homme qui doit souffrir tellement du dos, de la sciatique, qui doit être mais c'est vrai, qui doit être. J'ai connu ce genre de douleur là,
et on dit le contraire de ce qu'on pense parce qu'on est dans un état de rage absolument terrifiant et qu'on veut se rendre antipathique comme le monde vous est antipathique. C'est un peu Papadoc, hein, quand même. On dit qu'on a révélé que Hitler avait un testicule tordu et coincé et que tout venait de là. Ça rappelle la définition du racisme. C'est inexcusable ce qu'il dit évidemment, mais j'essaye de me dire comment un type peut devenir aussi non, mais odieux. attendez, il n'y a pas que ça. Hier, dans une réunion à huis clos, Georges Frêche, le président du Languedoc-Roussillon, a précisé qu'il était accusé injustement. Il dit 90% des gens qui sont normaux pensent à peu près comme moi. Je n'ai pas à m'excuser de rien du tout. J'ai rien dit du tout. J'ai dit que moi, mon idéal, c'était une équipe black, blanc, beurre, avec toutes les couleurs de la société française. Qu'une équipe où il n'y aurait que des noirs, c'est pas une équipe de France. Ce n'est pas une question de noir ou de blanc. La France est faite de blanc, de noir, de jaune. Mais manifestement, aujourd'hui, nous n'avons plus une équipe équilibrée aux couleurs de la France. C'est une évidence. Ce n'est pas une évidence raciste, mais on n'a pas le droit de le dire. Voilà comment se justifie Georges Frêche. Que c'est dans Libération, parce que Frêche avait attaqué Libération, donc Libération aujourd'hui se venge en publiant ça à huis clos. Mais c'est invraisemblable cet argument-là. C'est exactement comme si dans n'importe quelle réunion vous commenciez à comptabiliser combien est-ce qu'il y a de juifs, combien est-ce qu'il y a de noirs, combien est-ce qu'il y a d'arabes, on n'arrête pas de le faire par ailleurs. Ce qui est marrant, Gérard, et évidemment c'est drôle, c'est complètement absurde. En plus, c'est tellement con de le dire pour l'équipe de France où il faudrait que ce soit représentatif. Mais par ailleurs, je vous signale qu'on nous dit toute la journée que les médias, ça doit être à l'image, la représentation de la société. On nous dit qu'à l'Assemblée nationale, bientôt il va falloir, que bientôt l'Assemblée nationale, il va falloir un pourcentage de ci, de ça, etc. Que les femmes, c'est exactement la même chose. Donc, si vous voulez, Georges Frêche, qui est complètement cinglé, c'est pas Papadoc, Georges Frêche, si vous voulez. Je sais pas pourquoi on continue à commenter ce qu'il dit. Non, mais attendez, ces conseillers passent leur temps à essayer de le mettre à huis clos, justement. Donc, qu'on commente ce que dit Georges. Vous voyez pas la différence qu'il y a entre dire que dans tel emploi, il n'y a pas suffisamment de ce qu'on appelle des minorités visibles, et dire l'inverse, c'est-à-dire dire dans tel endroit, il y a trop de noirs, il y a trop de beurre, il y a trop de juifs, je voudrais vous répondre là-dessus. Le jour où on va dire, le jour où on va dire dans tel emploi, par exemple, on va nous dire, il n'y a pas assez de minorités visibles, comme vous dites, parmi les journalistes. Et ben, ça veut dire, si vous voulez, si on dit qu'il n'y a pas assez d'eux, il faudra bien à un moment dire qu'il y a trop d'eux, hein. Gueuluc. Moi, juste sur les histoires de parité, est-ce qu'il faut autant de gens de telle couleur, autant de femmes, autant d'hommes? Jugeons les gens. D'ailleurs, la race est quelque chose qui n'existe pas, hein, on l'a démontré génétiquement, il y a une race humaine, point. Jugeons les gens sur leur qualité, qu'on fasse une équipe avec les meilleurs. 50% de femmes dans l'équipe de France. Mais non, qu'on fasse aussi, et les femmes, et même chose, je veux dire, les journalistes, qu'on prenne les meilleurs, mais qu'on n'exclue pas des gens à cause de leur couleur, et comme dans tout, les femmes sont des noirs comme les autres. Et puis quelqu'un a dit, ils sont bleus, voilà, les footballeurs de l'équipe de... Bon, il y a des bleus clairs et des bleus foncés, mais ils sont bleus. Allez, on se retrouve après la pub. Allez, les Schtroumpfs. Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez amené pour terminer l'émission? Les clémentines de Corse. Elles viennent d'arriver, elles sont toutes belles, toutes juteuses, avec une bonne proportion d'acidité et de sucre. Et vous dites, mais mon Dieu, elles sont pas mûres parce qu'elles ont le cuvert. Eh bien non. Pas possible. Bien non. Comme Nicolas Hulot. C'est pas comme chez les humains, alors. Goûtez-moi ça. N'importe quel botaniste vous dira, ça n'est pas parce qu'elle est un peu verte sous le derrière, en dessous, qu'elle n'est pas mûre. Ça n'a aucun rapport. Le mûrissement, la couleur prise par la mandarine ou la clémentine ou l'orange, ou même l'ananas, peu importe, c'est en fait parce qu'il y a une différence de température entre le jour et la nuit. C'est beau de parler des clémentines comme on parle des femmes, Jérôme. Parce que les nuits ont été douces pendant tout l'été et tout l'automne en Corse. Il n'y a pas eu de différentiel de température. Du coup, elles ont le cuvert, mais elles ont mûri comme le reste. Ce qu'il explique bien, n'importe quel botaniste vous le dira. Bonaldi est un escroc. Maureen, un petit sujet pour nous amuser avant de partir. Bon, à votre avis, combien y a-t-il de centenaires en France, là, actuellement? 1000. Non, il en a 1000? 3-4 000. 3-4 000? Il y en aura de plus en plus. Il y en a 16 000. Quoi? Il y a 16 000 centenaires en France et on en a attend. tous nos chances, Maureen? Et on en attend entre 60 et 82 000 pour 2050. Enfin, quand dites on en attend, ils sont en bonne voie parce qu'ils ils sont en très bonne voie. Toi aussi, soixantenaire. On peut pas savoir si on attend un centenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, si, là, maintenant, on le sait. Statistiquement, elle a raison. Une fille qui naît aujourd'hui
sera, connaîtra le centenaire. siècle prochain. Ah oui? Ah oui, on dit qu'un enfant qui naît maintenant aura énormément de chances de connaître le siècle Alors qu'il prochain. a aucune chance de connaître le siècle précédent. Ça a été prouvé Exactement. statistiquement. Oui, parce que plus on ira, quoi qu'on dise, il y aura de moins en moins de gens qui ont connu Napoléon. Bon, cela dit, ok, a priori, donc 16 000 on a centenaires. Ok. 16 000 On centenaires. va remplir 8 Olympias. Il y a 2000 places. Oui, mais Et donc- il faut un répertoire adapté. Oui, mais Marcel Ah, Amont, Marcel Amont, comme à la bonjour salle devant Gaveau. lui. Voilà. Alors. Bon, cela dit, même si on a beaucoup de chance, là, pour ceux qui sont maintenant là, il faut quand même avoir une certaine hygiène de vie. Il y a Ah, certaines évidemment. choses. Bon, à avoir. J'ai mis votre petit nom dans des colonnes et je vais mettre plus. À chaque fois que vous correspondez à ce qu'on attend pour devenir centenaire, et -1 quand vous avez pas J'ai du tout ce compris. qu'il faut. Alors, un Ok, test. très bien. Commencez avec. Donc, alors, allons-y. la première chose, il faut rester en couple. Surtout pour les messieurs. Un monsieur veuf a beaucoup moins de chance déjà qu'une femme Bon, veuve. déjà, vous me mettez d'avoir- moins 1 à moi. Donc alors, déjà, Laurent, je te mets moins 1. Ça va pas. A priori, bon, par exemple, Jérôme, toi, t'es toujours en couple Oui. depuis longtemps. Plus un. Plus 1, parce qu'il n'y a pas de raison maintenant que tu divorces, Gueuluc, quoi. plus 1 Ah oui, aussi. 30 ans, moi, vous pouvez Gérard, plus 1, là. Ah non, absolument. non, justement, lui, c'est moins 1. Ah oui, elle va le tuer, la petite Mais jeune. non, mais il y a... Mais vous vous rendez compte il y a quand peu de Gérard, chance. quand Gérard aura 100 ans, Non, mais Annalise ouais. n'aura que combien? Elle a dit enfant majeur. rester, elle a dit rester. Mais ouais, Donc, mais quand on je- change, ça va pas. Gérard. L'image même du couple. Mais non, c'est pas... Mais C'est oui, quoi mais pour le moment, t'as 25 ans de plus qu'elle. J'espère pour elle, tu te rends compte, quand t'auras 90 ans, elle en aura 65. Alors elle donc sera- tu veux que je meure avant 100 ans pour Non, ça? mais je pense que vous serez peut-être... Enfin, est-ce que tu lui conseilles vraiment d'être quand C'est t'auras pas ça 90? la question, je veux Bah, si. plus 1, c'est incroyable. Non, mais on je veut ne te le mets retirer pas, mon je ne plus suis un. désolée, je ne te le Pierre, mets Pierre, pas. plus 1, Pierre. Ouais, oui, Pierre, plus 1. Non, Et toi, moi, Elisabeth? Moins un. Changement. Moins 1. Alors évidemment, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Alors avant, on disait qu'il fallait pas trop... Mettez moins 1 à tout le monde. Ouais. On perd pas de temps. Ah, pour Gérard, je mettrais plutôt plus 1, voilà, pour le Plus coup. 1, mais bien sûr. Oui, Ah oui, pour moi Gérard, aussi, je te mettez-moi mets. plus un. Mais Et pourquoi pour vous avez Philippe plus aussi. un, vous? Moi aussi, d'ailleurs. J'ai plutôt une Oh bonne... non, non, toi tu fumes, tu bois. Alors, vous m'avez vu fumer là aujourd'hui? Non, c'est vrai. J'ai arrêté depuis 2 jours et j'ai commencé la cigarette à 32 jours. J'ai commencé la cigarette à 38 ans. Ah oui, alors franchement, on peut lui mettre plus 1 depuis 2 jours. Mettez-lui j'ai plus pas un. fumé jusqu'à l'âge de 38 ans. Oui, mais là tu fumes beaucoup. Oui, mais enfin, là, j'ai arrêté. Alors, Donc, là, Maureen. je ne bois pas, Oui, mais je ne donc- drogue pas. Bon allez, je te mets plus 1, Laurent. Jérôme, je m'excuse, je te Ah non, mets moins moins 1 un, là. non, hein. non, Tu ça fumes suffit, pas ça mal. suffit. Cigarette, alcool et Pierre, je petite m'excuse, pétée. mais je te mets moins 1. Lucienne. Mais tu fumes, c'est parce que tu fumes. Ah, je fume de Et temps qu'à en mon temps. avis, tu manges un peu gras. Alors là, c'est un mec qui mange pas gras, qui fume pas, c'est bien moi. vas-y. Elisabeth Lévy, moins 1. Vous Ouais. pouvez aussi y aller. Ouais, allez, je hop. mets moins 1. Bon, Ensuite. on continue. Certes, faire du sport, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, attendez. Les mecs, il vaut Surtout mieux pas faire. trop, moi. Il vaut mieux faire. Attendez, il vaut mieux faire 3 fois par semaine, 3 quarts d'heure de sport que le mec qui se dit alors tous les dimanches je fais 4 heures. Ah non. Ça c'est un Non, mais imbécile. mettez-moi plus 1, moi, alors. Tu mets plus 1. Régulièrement, plus sans un, faire pour Moi moins. aussi, Jérôme ça s'impose. En plus 2, je fais jamais de sport. Ah non, mais non plus, jamais de sport, c'est pas bon non plus. Alors, moins 1 pour Bonal. Moins un pour toi. Gueuluc Ouais, aussi. moi, Moi, pas. une Moins demi-heure de un. Moins sport 1 pour par jour. Bénichou. Moins 10 pour Une Bénichou. demi-heure même. par jour. Ah ouais. Elisabeth Ouais, Lévy. moins Ah mais- ouais, moi j'ai le droit à plus 1 là. Ah bon, pourquoi vous faites du sport, vous? Oui, c'est de la danse et puis je monte et je descends des étages assez fréquemment et je marche beaucoup. Vous faites de la Rue danse. Saint-Denis. Rue Saint-Denis. C'est vous alors, Lucienne. Rue Saint-Denis. Excusez-moi, c'est dans le 16e arrondissement. C'est dans le mon cher 16e Philippe. arrondissement, et en plus, il n'y a pas seulement les péripatéticiennes, c'est une des filles qui monte le plus que je connaisse. D'ailleurs, toutes ses copines, elles sont jalouses. Bon, alors, Ensuite. il faut être optimiste, voir Oh, la merde. vie en Alors, rose. ça, moins 10 pour Elisabeth Lévy. Alors, donc, je mets moins 1 pour Elisabeth. Laurent, je mets combien? Plus 1, moi, je Ouais, suis t'es plutôt positif. La Jérôme, preuve, je suis encore avec vous. Optimiste à long terme. plutôt optimiste. Mettez-moi Philippe, plus 3. plus 1, en tout cas. Gérard. Moi, tu mets moins 1, je suis pas très Oh, optimiste. c'est vrai? Ah non, mais je suis pas optimiste sur le long terme. sur Non, le est-ce court- que t'es quelqu'un, il faut se lever de bonne humeur Ah le oui, matin? alors là, plus 1. À se dire que la vie est plus plutôt un. positive, Un type, etc. un type qui a un ouais. perroquet Ouais, peut être plus encore un. Moi, optimiste. je suis plus un aussi. Quand le parterre fait en tournée, il entend toute la matinée fredonner parce que... C'est vrai, je te mets Pourquoi vraiment tu plus veux un. devenir Du centenaire? Il faut mettre Allez, plus moi, 1, Pierre? Ouais, plus 1, il est Ah oui. optimiste. Ah ouais, Très j'aurais pas dit ça, moi. Mais je rêve. Bon, alors déjà, il y en a une qui serait... Et pourtant, c'est une femme, donc je devrais lui rajouter un. Bon, Elisabeth, Laquelle déjà... ça peut être? Elisabeth, vous avez moins 1. C'est même pas niveau Il faut zéro. que je meure hier.
mort. Oui, vous devriez être mort. D'ailleurs, on a cru. Quand vous n'étiez pas là au début de l'émission, on s'est dit, elle est morte. Elle. Donc, elle sera pas centenaire. Pierre Bénichou. Alors, Pierre Bénichou, eh bien, c'est pas mal. Il a +1, c'est pas terrible. Il est déjà centenaire, je me permets. Gérard. Ah, alors Gérard Miller, c'est celui qui vivra le plus vieux. Ben hein. oui. Hélas. Gueuluc. Ah, Gueuluc, il pourra faire camarade avec toi, Laurent, et avec Gérard, puisque vous êtes, après ça, ceux qui sont... Vous ne serez pas... super centenaire. Alors, Gérard sera super centenaire. Vous savez ce que c'est qu'un super centenaire? C'est un centenaire qui a plus de 110 ans. Voilà. Gérard, on peut dire qu'il sera Maureen, super centenaire. quand vous dites que je ferai couple avec Laurent, ce sera après le décès de ma femme. Évidemment. Et moi, est-ce que je serai là pour pousser leur petite... Et toi, écoute, tu vivras au moins jusqu'à 90 ans. T'as +1. Vous croyez que Gérard Miller peut être poilu à force de vieillir? Comment c'était maintenant, mon grand? Ça sera le dernier poilu des maoïstes. Ça sera le dernier à qui on dira: alors, comment c'était d'être maoïste, Pépé? Bon, c'était bien. Comment qu'il était le petit livre bleu? Oh, j'ai oublié. Quelle couleur qu'il était, ce bouquin. On se retrouve demain à 16h30. Bye bye, merci.